Good morning, good afternoon, good evening. Bonjour à tous, où que vous soyez dans le monde. Je vous souhaite à tous la bienvenue, observateurs, membres de l'OMC et participants extérieurs. Je vous souhaite donc la bienvenue à ce lancement du rapport sur le commerce mondial 2021. Ce rapport cible la résilience économique et le commerce. Le programme du lancement d'aujourd'hui va être comme suit. La directrice générale de l'OMC, Dr Ngozi Okonjo-Iweala, va nous faire part de ses propos d'ouverture qui sera suivi d'une présentation générale du rapport par les coordinateurs du rapport, José Antonio Montero et Eddie Bakers. À la fin de ces présentations, j'animerai une table ronde virtuelle avec d'éminents intervenants que je vous présenterai le moment venu. Au cours de la présentation de cet après-midi, je demanderai aux membres et autres participants, y compris aux journalistes qui participent à ce lancement à distance, de nous adresser, de nous poser des questions par le chatbox questions-réponses de Zoom. Après la table ronde, nous ferons de notre mieux pour répondre aux questions posées sur le rapport. Voilà, sans perdre plus de temps, je vous demande à tous d'accueillir la directrice générale de l'OMC, Dr Ngozi Okonjo-Iweala, pour ses propos d'ouverture. C'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à tous. C'est vraiment très intéressant d'être ici à ce lancement du rapport sur le commerce mondial. Toutes les années, les économistes et statisticiens de l'OMC, avec des collègues et d'autres membres du secrétariat, préparent une publication phare qui donne une analyse détaillée d'un sujet lié au commerce choisi pour sa grande pertinence au niveau politique. C'est un vrai plaisir pour moi que de vous présenter le rapport sur le commerce mondial de cette année. Il ne peut pas être plus d'actualité. Le rapport examine le rôle du commerce, les politiques commerciales et la coopération internationale dans la construction de la résilience économique au vu ou lorsque se passent des catastrophes naturelles ou d'origine humaine, par exemple la pandémie de la COVID-19 ou le changement climatique. Les décideurs politiques du monde entier s'attaquent aux questions de savoir comment au mieux réduire les risques et rendre les économies plus résilientes aux chocs. Ils vont trouver de nombreuses idées très utiles dans ce rapport. Ce rapport est un effort collectif, mais je tiens à féliciter ces deux coordinateurs, José Antonio Monteiro et Eddie Bakers. Et je tiens aussi à remercier notre économiste en chef, Bob Koopman, et toute la division des statistiques et des recherches économiques. Les auteurs principaux vont nous présenter les conclusions principales de ce rapport en détail, mais j'aimerais vous faire part de 3 messages clés de ce rapport. Tout d'abord, l'économie mondiale très connectée nous a rendus plus vulnérables aux chocs, mais en même temps, elle nous a rendus plus résilients aux chocs lorsqu'ils se matérialisent. Prenons par exemple la COVID-19. La très grande interconnexion du commerce, de la finance et du voyage ont permis au virus et à ses chocs économiques associés de se propager dans le monde en quelques semaines. Cependant, la mondialisation a été aussi au cœur de comment ce virus a été contrecarré par des vaccins sûrs et efficaces en un temps record. Les scientifiques du monde entier ont partagé des idées, des données, des technologies. Les chaînes d'approvisionnement transfrontalières se sont construites et animées pour fournir les marchandises nécessaires et les composants nécessaires à la production rapide du vaccin. Bien entendu, l'accès au vaccin COVID-19 est très inéquitable, sujet sur lequel je me suis déjà penchée de façon répétée. Sur les 2,3 milliards de dollars inoculés la semaine dernière, seuls 0,6% ont été inoculés à des personnes dans des pays à faible revenu, où vit un dixième de la population mondiale. Et 2,8% des vaccins ont été inoculés en Afrique, où 17% de l'humanité réside. L'accès inégal aux vaccins est un grand facteur de la reprise en forme de cas que nous observons dans l'économie mondiale, dans la reprise dans laquelle de nombreux pays en développement et PMA sont laissés sur le bord du chemin. L'inéquité vaccinale a rendu aussi la reprise fragile avec la menace d'émergence de nouveaux variants.
L'histoire nous rappelle que les maladies dévastatrices n'ont pas besoin d'avions. Elles peuvent traverser le monde à la vitesse des navires, voire des chevaux. Mais nous avons eu besoin d'Internet, du fret aérien et des chaînes d'approvisionnement pour inventer et lancer le déploiement de vaccins en une seule année. La bonne réponse à la COVID-19 n'est pas de faire machine arrière sur les déplacements des marchandises, services et personnes. C'est d'utiliser le plein pouvoir du commerce pour accélérer la production de vaccins et la distribution de ces mêmes vaccins dont on a besoin pour mettre fin à cette pandémie. Le deuxième message clé est que les politiques qui visent à accroître la résilience économique en tirant le filon de l'intégration commerciale et en faisant la promotion de l'autosuffisante peut se retourner contre nous et en fin de compte réduire la résilience économique. Alors que les chaînes d'approvisionnement nationales peuvent réduire l'exposition aux chocs internationaux, ils peuvent rendre les économies plus vulnérables aux chocs nationaux tels que les mauvaises récoltes générées par une sécheresse ou les événements climatiques extrêmes qui peuvent générer la clôture d'usines. La capacité d'importer est un mécanisme de résilience solide pour les économies pour faire face aux chocs localisés ou aux pénuries. Ceci fait partie des raisons pour lesquelles une intégration commerciale a été associée à une baisse de la volatilité macroéconomique. Nous avons vu ceci avec la pandémie. Les vaccins principaux contre la COVID-19 sont produits avec des composantes venant de plus de 19 pays. Une chaîne d'approvisionnement purement nationale n'aurait jamais réussi ou n'aurait réussi qu'à produire beaucoup moins de vaccins au détriment de tous. Le commerce aide les pays à répondre à la demande croissante de produits médicaux en 2020, même si le volume mondial en valeur des échanges a baissé de 7,6%, le commerce des produits médicaux s'est accru de 16% et de 480% pour les masques en tissu. La clôture des marchés aurait laissé les pays dans une bien pire situation. De nombreux pays dépendaient des approvisionnements médicaux et même les économies les plus sophistiquées ne sont pas autonomes en la matière. En d'autres mots, si vous pensez que clore votre économie est une bonne façon d'être résilient, eh bien, réfléchissez un peu plus. Une voie prometteuse pour la résilience, c'est de diversifier les marchés, les accroître, améliorer les approvisionnements et les voies de transport. Tout ceci doit être complété par des stratégies de stock et d'autres mesures d'anticipation. Les négociations en cours à l'OMC sur les services, l'investissement, le commerce électronique et les MPME pourraient intégrer de nouvelles entreprises dans le commerce mondial, ce qui rendra les économies encore plus résilientes. Le troisième message clé est que renforcer la résilience économique va permettre une meilleure coopération mondiale. La coopération mondiale au niveau politique a un rôle important à jouer pour encourager la résilience des économies. Pour prendre un autre exemple, autre que la pandémie, dans le cadre de la pandémie, l'OMC a permis d'améliorer la transparence quant aux conditions de marché international en faisant un suivi des mesures commerciales liées à la COVID. Nous avons travaillé avec les fabricants de vaccins et autres parties prenantes pour identifier les goulot d'étranglement des chaînes d'approvisionnement. Ces efforts ont amené des informations très détaillées sur les composants clés des vaccins et les obstacles réglementaires et commerciaux qui ont pu montrer au gouvernement comment accélérer le déplacement transfrontalier des composantes et des vaccins. L'OMC a pu utiliser son pouvoir de réunion pour encourager la production de vaccins dans les pays en développement. Si on se tourne vers le futur, la transition faible en carbone va demander des milliards de dollars d'investissement par année. Éviter les boulots d'étranglement sur les chaînes d'approvisionnement va permettre aux intrants et matériaux de se déplacer dans le monde entier pour améliorer les investissements et faire la promotion de la diffusion des technologies vertes. Pour résumer, la voie vers la résilience passe par la coopération internationale et pas par un repli sur soi. La 12e conférence ministérielle à venir de l'OMC est le moment opportun pour que les membres se réunissent et qu'ils travaillent ensemble pour construire des économies plus résilientes pour l'avenir. Merci. Merci, Dr. Ngozi,
Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous pour nous faire cette introduction. Vous soutenez positivement la recherche et je sais que vous êtes très intéressé aussi par les chaînes d'approvisionnement de vaccins et les évolutions des logistiques et du transport en la matière. Je sais que vous soutenez et accordez beaucoup d'attention à ces efforts de recherche pour améliorer les choses. Je crois qu'il faut que vous nous quittiez. Donc, n'hésitez pas à quitter la tribune quand vous en avez besoin. Et moi-même, je continuerai à euh, présenter la suite à passer à la suite de la présentation de ce rapport, c'est-à-dire José Antonio Monteiro et Eddie Bakers qui vont nous donner une vue d'ensemble de ce rapport. Thank you, Bob. Thank you, DG. Merci, Monsieur Koopman. Merci, Madame la Directrice Générale. Bonjour à tous. Ce rapport sur le commerce mondial 2021 se penche sur la coopération internationale, le commerce mondial et la résilience économique en abordant trois questions principales qui sont liées les unes aux autres. La première question porte sur pourquoi la résilience économique est importante et le rapport se demande quels sont les types de risques et de chocs que rencontrent les économies aujourd'hui et à l'avenir et comment ces risques et chocs affectent les économies et le commerce international. Le rapport se penche aussi sur comment les entreprises, les foyers et les gouvernements répondent à ces chocs, y compris dans le contexte d'une résilience économique. La deuxième question est de savoir quel est le rôle du commerce dans la résilience économique et on a essayé d'analyser comment le commerce et les risques accrus, voire la propagation de risques peuvent venir soutenir la résilience économique. Et la dernière question qui est posée, c'est le rôle de la coopération internationale dans la résilience économique. Et on s'est demandé comment l'OMC et d'autres types de coopération internationale peuvent soutenir, voire générer de la résilience économique. Tel que l'a dit la directrice générale, ce rapport est un effort collectif, préparé par la division de la recherche économique et des statistiques, mais en collaboration avec les autres divisions de l'OMC. Le rapport a aussi pu bénéficier de la contribution d'experts externes, d'experts, universitaires, de participants à des think tanks qui ont fait part de leurs avis sur des sujets spécifiques liés à la résilience économique. Nous avons aussi pu avoir des contributions de la part d'universitaires du programme de chaire de l'OMC et nous les remercions chaleureusement de leur contribution. Voilà. Et nous allons maintenant passer à la première question que se pose ce rapport, à savoir l'importance de la résilience économique. Le rapport note que les économies sont de plus en plus exposées à tout un ensemble de risques et chocs. Nous notons par exemple que les catastrophes naturelles se multiplient au cours des dernières années, pas simplement en termes de fréquence, mais aussi en termes d'intensité, d'ampleur et de durée, et elles vont sans aucun doute s'accroître à l'avenir. Tous les types de risques, il y a d'autres types de risques tels que les risques de fonctionnement ou technologiques ont baissé par exemple, les accidents de transport, notamment grâce aux prescriptions en matière de sécurité, l'innovation, etc. Mais d'autres types de risques technologiques, tels que les cyberattaques, se multiplient et devraient continuer à se multiplier à l'avenir. De même, la montée des inégalités, les tensions politiques et les tensions géopolitiques en général accroissent les risques socio-économiques. Donc, ces différents types de risques peuvent, en certains cas, se transformer en des chocs. Et le rapport note que les chocs peuvent générer des dommages lourds, pas simplement en termes de vie humaine et de destruction des écosystèmes, mais aussi sur les économies. Et les conséquences de ces chocs sur les économies peut prendre différentes formes. Ça peut toucher la demande, l'offre ou l'approvisionnement ou le niveau d'insécurité. Et le rapport note aussi que les chocs internationaux, que le commerce international peut être
touchés par les chocs, et ceci par diverses voies, différents canaux. Ça peut toucher les coûts commerciaux, généralement en les augmentant. Ça peut aussi toucher la fourniture ou la demande d'intrants ou d'éléments sortants. Enfin, le rapport note que la conséquence des chocs sur le commerce est hétérogène et dépend d'un certain nombre de facteurs, notamment le type de choc concerné. Par exemple, si vous comparez la crise financière de 2008 à la pandémie actuelle, qui sont deux chocs mondiaux, ils ont eu des conséquences sur le commerce bien différentes. La crise financière mondiale a eu des conséquences lourdes sur la vente au détail et un impact assez limité sur le commerce des services. La pandémie, par contre, a eu beaucoup de conséquences sur le commerce des services, notamment ceux demandant une interaction en face à face. Et en conséquence des confinements et restrictions de voyage, il y a eu un effet négatif très lourd sur ces échanges de services. Et ce que l'on voit, c'est que même si au départ, le commerce des marchandises a été touché, il y a eu une contraction du commerce des marchandises, très rapidement, ce commerce a repris, s'est même accéléré pendant la pandémie, beaucoup plus que pendant la crise financière, et ça a été le cas aussi de tous les services numériques ou transmis par voie numérique. Donc, la conséquence dépend du type de choc et du type de secteur. Certains secteurs semblent être plus exposés au choc. Par exemple, les catastrophes naturelles ont généralement des conséquences plus lourdes sur le commerce des produits agricoles et les services tels que le tourisme. Le commerce des produits sensibles est aussi plus exposé aux chocs qui touchent les infrastructures de transport et la logistique, comme on l'a vu récemment avec le récent blocage dans le canal de Suez. Les conséquences des chocs sur le commerce dépendent aussi des conséquences de la situation avant l'occurrence de ces chocs. On voit que les commerces dans les pays ayant des ressources financières limitées, notamment les PMA, sont généralement plus touchés par les chocs, pas simplement en termes de durée, mais aussi en termes d'intensité. Et ceci est largement dû au fait que ces pays ont une diversification assez faible. Enfin, la conséquence et l'impact des chocs sur le commerce dépend aussi des politiques adoptées par les gouvernements pour répondre à ces chocs. Cela dépend donc du type de choc, de la voie par laquelle ça affecte le commerce. Il y a donc différents types de politiques qui peuvent être adoptées par les pays. Ça peut passer par des mesures fiscales ou monétaires, jusqu'à des mesures de santé humaine ou environnementale. Et le rapport note que les politiques font partie de la boîte à outils pour répondre à des chocs. Et à vrai dire, le rapport note que même si certains gouvernements peuvent avoir tendance à adopter des mesures protectionnistes pour répondre à des chocs, dans la réalité, la réponse commerciale politique au choc n'est jamais complètement restrictive pour le commerce. C'est ni forcément 100% un facilitateur de commerce. C'est toujours un peu 50-50 et c'est ce que l'on a vu dans la pandémie. Même si les mesures restrictives pour le commerce, tout particulièrement les restrictions à l'exportation sur des marchandises essentielles, ont attiré beaucoup l'attention du public, la plupart des mesures liées à la COVID adoptées par les gouvernements ont été des mesures porteuses pour le commerce. De plus, de nombreuses mesures restrictives pour le commerce ont été supprimées ou éliminées assez rapidement au fur et à mesure de l'évolution de la pandémie. Donc, et au vu de cela, au vu du fait qu'il y a un risque accru et une fréquence accrue des chocs, et qu'il y a une perspective de plus de chocs et de risques pour l'avenir, ceci a amené de nombreuses entreprises, de nombreux gouvernements à voir la résilience économique comme un objectif clé.
Cependant, il n'y a pas de consensus quant à la définition de la résilience économique. Donc, au fin de ce rapport, la résilience économique a été définie comme un processus grâce auquel différents types de stratégies peuvent être adoptées avant l'arrivée du choc, pendant qu'il a lieu et une fois qu'il se finit. Donc, si vous regardez la résilience économique avant le choc, c'est anticiper, se préparer. Il s'agit de gérer les risques, réduire les risques et, si possible, les éviter. Une fois que le choc s'est déclenché, la résilience économique se concentre sur comment faire face à ce choc, comment minimiser l'interruption au niveau de l'économie en attribuant les ressources nécessaires, normalement des ressources assez rares, pour continuer à produire, transporter et consommer les biens et services. Et une fois que le choc soit est sous contrôle, soit c'est fini, la résilience économique se concentrera sur la reprise. La reprise aussi rapidement que possible des conséquences du choc, et ceci implique généralement le fait d'attribuer et d'utiliser les ressources disponibles pour accroître la capacité de production et l'investissement pour soutenir, réparer, reconstruire et parfois, dans certains cas, s'adapter pour réduire les risques et être mieux préparé pour les chocs à venir. Et comme mon collègue Eddy va vous le présenter, au vu de la grande ampleur de la résilience économique, de nombreuses actions et stratégies peuvent être adoptées pour soutenir et construire cette résilience économique, et bon nombre de ces méthodes, stratégies ont une dimension commerciale. Thanks, José. Thanks, Bob. Merci beaucoup, José. Merci, Bob. Merci à Madame la directrice générale. Je vais parler du rôle du commerce dans la résilience économique, et nous allons aborder deux volets. Tout d'abord, la manière dont le commerce peut contribuer à la propagation des chocs. Nous reconnaissons que cela est le cas. Cela peut se produire de différentes manières. Les chocs peuvent contribuer le commerce peut, contribuer à la propagation des chocs. Nous l'avons vu, quand la pandémie peut se propager à travers le commerce d'animaux vivants, de voyage. Mais toutefois, les restrictions actuelles, les restrictions permanentes plutôt, ne permettent pas de limiter la pandémie car les coûts sont excessifs. Il en va de même pour le commerce de bétail vivant. Il semblerait qu'il s'agisse de commerce illicite, et c'est cela qui semblerait causer le plus de problèmes pour ce qui est de la propagation de la pandémie. Ensuite, une seconde raison qui explique que le commerce peut contribuer à la propagation des chocs, les coûts de commerce peuvent également contribuer au choc. Cela peut des disruptions dans les chaînes de valeur peuvent survenir. Et lorsqu'il y a des incertitudes, eh bien, l'incertitude peut elle-même devenir une source de choc. Et l'OMC est là pour prévenir cela et garantir des politiques pour éviter de tels chocs. Troisièmement, lorsqu'il s'agit du changement climatique, bien entendu, il y a un lien entre le changement climatique et les chocs. Par exemple, les incendies, les catastrophes naturelles. Et il s'agit de savoir quel est le rôle du commerce dans le changement climatique. Et là, nous reconnaissons que le commerce peut apporter davantage peut accroître la production, le transport, mais le commerce peut également accroître la diffusion de technologies, et cela peut aider les pays à s'adapter et à répondre aux chocs. Donc, si vous êtes affecté, si le secteur agricole est affecté, si vous avez de mauvaises récoltes, si vous pouvez importer des denrées alimentaires, dans ce cas, vous pouvez contrer les chocs. Ensuite, dans le
dans le rapport, nous abordons d'autres raisons, mais voilà les raisons principales. L'autre volet est le suivant. Le commerce peut également aider les pays à faire face au choc, à s'y préparer et à assurer une reprise. Alors, pour ce qui est de l'anticipation, de la préparation, nous avons observé que le commerce peut étendre les ressources, car à long terme, cela peut mener à une croissance économique. Plus de ressources seront disponibles. Alors, plus précisément, les pays peuvent bénéficier de la disponibilité de toutes sortes de services qui peuvent les aider à être préparés, à anticiper les chocs. L'on peut penser aux télécommunications, à divers services, au marché d'assurance, etc., à la logistique aussi. Ensuite, lorsque le choc survient, comment le commerce peut aider à y faire face? Le commerce peut aider à y faire face, oui, nous l'avons vu lors de cette pandémie. Le commerce a permis d'importer à un rythme très élevé, a permis d'importer des marchandises qui étaient utiles pour lutter contre la pandémie. Et à plus long terme, le commerce peut aider les pays, ou peut aider le monde plutôt, à développer des produits dont nous avons besoin pour lutter contre une crise. Donc, il s'agit de technologie, et nous l'avons vu lors de la production de vaccins. Le commerce joue également un rôle important dans la reprise suite au choc. Ici, l'argument principal est le suivant. Si vous faites face à une récession, donc ce n'est pas forcément quelque chose de global, de mondial comme une pandémie, si vous faites face à une récession et que vous êtes ouvert au commerce, alors votre production sera stable car vous aurez de la demande d'autres blocs. Et ainsi, vous pourrez continuer d'exporter, ou plutôt d'importer des biens. Et donc, l'on voit que le commerce a joué un rôle positif lors de la pandémie. Ici, vous voyez la part du commerce des pays qui avaient un faible nombre de cas de COVID-19. Et vous voyez également sur le graphique la croissance du PIB. Donc, vous voyez que les pays qui avaient une forte croissance du PIB étaient peu affectés par la pandémie. Ensuite, lorsque nous essayons de compenser ces effets négatifs de propagation du commerce, lorsque nous essayons donc de compenser les effets positifs et négatifs, que nous disent les données? La littérature n'est pas exhaustive sur ce sujet, mais nous avons appris qu'il semblerait que lorsque les pays s'ouvrent au commerce, eh bien, leur volatilité macroéconomique baisse. Alors, cela ne nous dit pas tout sur les chocs. Il y a d'autres manières d'être touché par les chocs. Il en va de même pour le changement climatique. Mais lorsque l'on regarde la situation macroéconomique, le PIB, il semblerait qu'une augmentation, une ouverture au commerce permet de réduire la volatilité. Ensuite, une explication à cela pourrait être, il semblerait qu'il faut avoir une économie diversifiée pour lutter contre les chocs. Si vous regardez, si vous êtes ouvert, si vous avez des échanges ouverts, vous êtes des partenaires commerciaux, vous exportez d'autres pays et vous n'êtes pas complètement dépendant. Ici, malheureusement, lorsque l'on regarde les données, l'on voit que même si certains pays sont très diversifiés, en particulier les pays à haut revenu, pour certains pays, la diversification est encore faible. Et vous le voyez ici, les pays qui ont une forte diversification semblent connaître une plus faible volatilité. Et enfin, nous voyons ici que la diversification, vous voyez ici deux graphiques pour l'année 2003, et entre 2003 et 2018, par exemple,
La diversification, les pays ont augmenté la diversification de leur économie, mais ce n'est pas suffisant. Et je rends la parole à José qui va nous parler du rôle de la coopération internationale. Merci beaucoup. Alors, pour aborder la dernière question du rapport, quel est le rôle de la coopération internationale dans la résilience économique? Eh bien, le rapport note que davantage de coopération internationale appuyée par un système fondé sur les règles peut aider les pays à mettre en place des stratégies résilientes. La coopération internationale est importante lorsque l'on parle de résilience. En effet, dans notre économie qui est très interconnectée, de nombreuses mesures unilatérales adoptées par les gouvernements pour soutenir la résilience peuvent avoir des retombées transfrontalières. Certaines mesures dans un pays peuvent réduire les risques et dans un autre, les augmenter. Mais si l'on se coordonne, l'on peut éviter cela. On peut diminuer les risques grâce à la coopération. La coopération internationale peut également réduire l'utilisation de politiques et de mesures unilatérales qui ont des retombées négatives. Par exemple, les limitations d'exportation sur des biens essentiels. Cela peut saper la résilience, cela peut augmenter les risques de représailles, entre autres. Ainsi, la coopération internationale a un rôle clé à jouer dans le soutien de la résilience économique. Par exemple, la coopération commerciale peut soutenir la résilience économique en appuyant la diversification des produits, comme nous l'avons dit. Cela peut également aider les marchés à rester ouverts et cela peut aider les marchés à rester plus prévisibles, stables et inclusifs. La coopération commerciale peut également promouvoir une meilleure transparence, un meilleur partage des informations et cela aide les pays à mieux évaluer les goulets d'étranglement, à prévenir des stocks trop importants de produits essentiels. Et donc, la coopération commerciale peut jouer un rôle important. Et au vu des nombreux chocs et des nombreux risques qui existent, la coopération comprend un grand nombre d'acteurs au niveau national, plurilatéral et multilatéral. Le rapport note qu'un grand nombre d'accords commerciaux régionaux ciblent les chocs et les risques. Et l'on parle de gestion des chocs et également de dispositions qui permettent de mieux gérer les risques. Même si dans les accords de l'OMC, vous ne trouverez pas le mot résilience, le cadre de l'OMC soutient la résilience en utilisant davantage de mesures qui limitent les retombées négatives et en promouvant des mesures qui favorisent les retombées positives. L'OMC aide les pays à rendre leurs économies plus résilientes, à réduire les obstacles au commerce, à simplifier les mesures, à promouvoir davantage de transparence et de prévisibilité, à renforcer les capacités dans les pays les plus pauvres et à coopérer avec les organisations internationales. Enfin, pour conclure, le rapport note que même si l'OMC
soutient déjà la résilience, l'on pourrait s'améliorer dans plusieurs domaines. Par exemple, l'on pourrait améliorer la transparence de politique commerciale pour soutenir la prise de décision et pour que les décideurs aient accès à des informations. L'on pourrait adopter des mesures pour réduire l'imprévisibilité et d'autres domaines pourraient également soutenir la résilience, comme par exemple les marchés publics, mais également travailler sur le commerce électronique et promouvoir les MPME et promouvoir l'autonomisation économique. Enfin, il s'agit de travailler sur la coopération existante entre l'OMC et d'autres organisations internationales pour promouvoir la cohérence et un soutien réciproque entre les différentes initiatives. Il s'agit de soutenir la résilience économique. Je vous remercie de votre attention, de votre temps, et nous sommes à votre disposition pour répondre à toute question que vous souhaiteriez nous adresser. Je vous remercie. Okay, that time it worked. C'est bon, cette fois-ci, cela marche. Merci beaucoup. Félicitations pour la présentation de ce rapport et félicitations pour vos efforts dans l'élaboration de ce rapport. C'était des efforts importants et au vu de tous les défis de cette période, j'aimerais vous remercier pour cet excellent travail. Et j'aimerais également remercier le secrétariat de l'OMC pour son soutien et remercier également les contributeurs externes qui ont contribué à ce rapport. Alors à présent, j'aimerais m'adresser à nos intervenants. Nous allons accueillir Mami Mitsutori, Lars Mikkel Jensen et le Dr Stormy Annika Milner. Nous allons commencer par Stormy et je les présenterai plus en détail avant leur intervention. Donc, je vais commencer. Je commence donc par Dr Stormy Milner. Si vous pouviez nous donner quelques commentaires sur la résilience économique. Vous êtes la directrice exécutive de l'Institut Aspen Allemagne à Berlin et vous êtes membre du panel du G7 sur la résilience économique qui a publié un excellent rapport il y a un peu moins d'un mois. Vous enseignez également l'économie politique à la RT School. Et la dernière fois que nous avons échangé, c'était lors de la présidence allemande. Vous représentiez la Fédération des industries allemandes et vous vous occupiez de sujets liés au commerce international et à l'investissement. Stormy, vous avez la parole. Merci beaucoup pour cette invitation ainsi que pour cette présentation. J'aurais beaucoup aimé être à Genève et vous voir en personne, mais au vu des circonstances actuelles, il faut procéder de cette manière. Alors, j'aimerais dire que ce rapport tombe à point nommé et je suis très impressionnée par la rigueur analytique qui a été fournie et par tous les efforts qui ont été fournis. J'aimerais souligner que cette dernière année, nous avons beaucoup travaillé avec le panel du G7 sur la résilience, mais ce rapport apporte de nombreuses nouvelles idées et je pense que c'est une très bonne chose, que c'est très utile. Alors, la crise de la COVID-19 a souligné les lacunes et les forces que nous présentons. Nous luttons contre plusieurs crises à la fois. La pandémie, le changement climatique, la crise des migrations, des crises géopolitiques, entre autres. Et donc, il s'agit de devoir gérer toutes ces crises à la fois. Nombre de ces
crise et des risques identifiés dans le rapport présentent de nouvelles menaces. Et c'est un défi important pour gérer ces crises. Le rapport présente très clairement les différents risques. Certains risques sont endogènes, certains risques sont connus, moins connus, certains risques sont liés à l'économie. Vous avez également mentionné quels étaient les risques qui augmentaient et ceux qui décroissaient. Vous venez de le dire, tout le monde dans le monde parle de résilience. Ce n'est pas un nouveau concept. Et nous en avons beaucoup parlé dans le passé. Et à chaque crise que nous rencontrons, nous parlons de résilience. Mais malheureusement, il semble que nous oublions les leçons que nous en tirons à chaque fois. Et il y a une phrase dans le rapport que j'aimerais souligner. Et il s'agit du risque du plus grand risque auquel nous faisons face, c'est l'échec politique. Il faut surmonter ce risque pour être plus résilient. Et alors, qu'est-ce que j'entends par résilience? Eh bien, il s'agit d'anticipation, donc identifier les risques, s'y préparer. Il faut pouvoir y réagir rapidement, enclencher une reprise. La flexibilité, l'adaptabilité sont des compétences importantes. Et enfin, il existe également la transformabilité, c'est-à-dire la capacité à se transformer pour faire face aux risques de l'avenir. Et là, je pense que nous manquons encore de compétences dans ce domaine. Vous avez identifié plusieurs leçons que nous avons tirées du passé et j'aimerais brièvement en mentionner plusieurs. La première, même si nous avons fait face à de nombreuses crises par le passé, nous sommes préoccupés par nos intérêts nationaux. Par exemple, en Allemagne, dès le début de la crise, nous nous sommes inquiétés des équipements médicaux. Ensuite, l'Union européenne s'en est également inquiétée et nous n'avons pas bien géré cela. Cela a exacerbé la crise. Donc vraiment, nous devons mettre l'accent sur la coopération internationale, et ce, à tous les niveaux, avec les entreprises, la société civile, les gouvernements et avec les organisations internationales. Nous avons besoin de davantage de solidarité, ce, à tous les niveaux. Deuxième leçon du rapport, il s'agit des chaînes d'approvisionnement mondiales. Elles nous ont permis de nous en sortir, mieux nous en sortir de la crise, mieux qu'attendu, mais nous avons identifié des vulnérabilités, nous avons identifié des goulets d'étranglement pour ce qui est des semi-conducteurs notamment. Et donc, quelle est la réponse? Il ne s'agit pas de promouvoir l'autosuffisance, comme il est expliqué dans le rapport. Il s'agit de diversifier notamment les économies et ne pas retourner en arrière, et de faire un pas en arrière dans le temps. Troisièmement, il s'agit de favoriser les équilibres entre les pays, au sein des pays. Les inégalités et la pauvreté ont augmenté dans plusieurs pays. Les inégalités se sont accrues. Certaines populations ont été particulièrement touchées car elles n'avaient pas les ressources nécessaires pour faire face à la crise. Donc, nous avons besoin de davantage d'investissements. Nous devons éviter la perte d'impôts et nous devons également regarder quelles sont les populations les plus vulnérables. Ensuite, nous avons fait face à plus de protectionnisme, mais nous devons mieux suivre les progrès, investir davantage
et identifier les procédures qui fonctionnent pour les utiliser à l'avenir. Et c'est quelque chose d'important. Et je pense qu'à l'heure de la conférence ministérielle 12 est importante. Il s'agit d'adapter également les travaux de l'OMC. Il faut que la résilience soit également au cœur de la conférence. Et enfin, nous ne pourrons pas construire de résilience sans les entreprises. Les entreprises font partie des chaînes d'approvisionnement et nous devons avancer, dialoguer avec les communautés pour savoir où se trouvent les expertises. Mais il s'agit également de savoir quels sont les risques auxquels nous faisons face. Donc, j'aimerais simplement vous remercier pour ce rapport. J'espère que ce rapport sera consulté par les membres et que certains points clés seront mis en œuvre. Je vous remercie. Merci beaucoup, Stormy. Merci pour avoir partagé avec nous votre perspective. Cela nous a été très utile et vous avez également parlé de la société civile, des entreprises. Nous avons besoin de plusieurs acteurs pour résoudre les crises. Donc, je vous remercie. Nous reviendrons vers vous lors de la séance de questions-réponses. Ensuite, je donne la parole à Lars Mikkel Jensen, qui nous partagera ses commentaires sur la manière dont la logistique et la gestion de la chaîne d'approvisionnement peuvent aider à soutenir une réponse plus proactive au choc à venir. Lars Mikkel Jensen est actuellement le vice-président responsable et chef du Global Ocean Network à Maersk. Il mène également l'équipe responsable de l'optimisation de la stratégie des marchés individuels. Vous avez la parole, monsieur. Merci beaucoup de me donner la parole. Tous les commentaires que j'ai entendus ces 45 dernières minutes sont très judicieux. Nous avons parlé de logistique internationale et du commerce. Et il s'agit réellement des deux faces d'une même médaille. Nous parlons de crise, de choc. Le commerce des marchandises a augmenté aux États-Unis notamment. Donc, nous faisons face à des défis malgré les différents problèmes qui peuvent survenir, notamment dans le canal de Suez. Nous pouvons dire que lors du second trimestre de 2020, le commerce se serait arrêté, mais ce n'est pas le cas. Le commerce a continué. Et je pense que cela nous rappelle à quel point les chaînes d'approvisionnement ont été efficaces et le rôle du commerce dans la promotion du commerce international. Des petits chocs peuvent être absorbés, mais des grands chocs tels que la pandémie ne peuvent pas être absorbés et là, nous avons connu des difficultés. On pourrait dire que les défis sont arrivés un par un et lorsqu'ils se sont ajoutés, c'est là que nous avons remarqué le manque de résilience des chaînes d'approvisionnement. Pour ce qui est du transport de conteneurs, le nombre de conteneurs qui traversent le monde est très important aujourd'hui. Donc, j'aimerais parler de ce que nous avons appris d'un point de vue des entreprises. Je remercie Stormy d'avoir parlé des entreprises. Les entreprises doivent travailler avec les autorités pour résoudre la crise. L'on parle beaucoup de gestion des risques. En effet, il s'agit d'anticiper les prochains chocs. Ce que nous avons vu de la part de nos consommateurs, il s'agit de mettre en place de la flexibilité dans les chaînes.
il faut se préparer, c'est quelque chose qui est efficace, mais je pense que c'est un principe qui peut nous permettre d'être efficace, mais lorsque nous faisons face à un choc, il est très difficile d'y résister. Nous voyons également que certains de nos clients, lorsque par exemple la Chine ferme ses usines, la production est mise à l'arrêt et délocalisée, et délocalisée en Indonésie par exemple. Donc il s'agit de chercher davantage de flexibilité. Comme l'a dit Stormy, il faut éviter la redondance. Nous avons besoin d'impliquer tout le système, sinon nous ne pouvons pas absorber les chocs comme nous le souhaitons. Nous avons besoin de chercher des solutions, mais il s'agit également de regarder quelles sont les capacités des infrastructures. Donc la flexibilité est le mot-clé. Même en mettant en place de la flexibilité, l'on peut continuer à être efficace. Mais ce que nous voyons, c'est que un grand nombre de clients dans le monde cherchent à envoyer leurs biens plus près. Les grandes entreprises multinationales attendent avant d'envoyer leurs biens au Royaume-Uni, en Italie. Donc, nous devons travailler ensemble avec le transport des conteneurs. Nous voyons aussi de plus en plus de demandes pour des solutions globales, c'est-à-dire qu'ils veulent une solution logistique depuis l'usine de production, parfois jusqu'au magasin final. Et de plus en plus de consommateurs demandent ou cherchent des alternatives ou des paquets, des solutions combinées. Ils veulent pouvoir bouger certaines de leurs marchandises par voie maritime, par aérien ou par route, et quel que soit l'opérateur qui les transporte. Il y a donc on a parlé de la distribution des vaccins et de la production des vaccins. Ceci a montré l'importance des fret aériens. Ce n'est peut-être pas à l'heure actuelle la façon la plus écologique de transporter les produits, mais lorsqu'on a certaines solutions, il faut pouvoir s'adapter aux besoins. Donc, le fait d'avoir des packages de voyage, c'est ce qu'on nous demande, et ceci revient donc aux flexibilités pour pouvoir transporter les choses dans le monde. Deux autres éléments que je voulais signaler et que nous avons observés comme leçon tirée des 12 derniers mois, c'est qu'il y a un besoin accru de produits numériques. Les entreprises veulent pouvoir travailler depuis chez eux, avoir leurs salariés qui travaillent depuis chez eux. Et il faut à tout niveau voir ce que l'on peut faire pour simplifier, numériser les choses. Et on dit qu'on a besoin des produits plus vite, plus rapidement, savoir en temps réel où ils en sont, déplacer, prendre des décisions rapidement. Encore une fois, pour le marché américain, si on prend l'exemple du marché américain, il y a une grande adaptabilité. On se dit, hop, je veux envoyer ce produit vers le marché américain, puis non, je veux le renvoyer ailleurs. Tout ceci nécessite une intégration numérique complète et des flexibilités tout au long du processus. Et enfin, ce que nous avons observé pour de nombreux consommateurs, c'est qu'on essayait d'avoir des accords sur le plus long terme. De plus en plus d'entreprises se sont rendues compte que pour arriver à cette résilience, il fallait vraiment avoir des accords sur la logistique qui vont au-delà des horizons à 2, 6 ou 12 mois, c'est-à-dire des accords cadres qui existent sur plusieurs années et pour pouvoir commencer à travailler sur un problème, pour construire des résiliences sur tous les autres aspects que j'ai déjà cités. Pour conclure, je dirais que je suis d'accord sur ce qui a déjà été dit, à savoir que le protectionnisme, le repli sur soi n'est pas la solution. Il y a de la concurrence, il y a des risques à faire du commerce international, mais je suis aussi persuadée qu'en travaillant ensemble, compléter
tous les niveaux, travailler aussi avec les consommateurs, on peut vraiment construire une résilience dont on parle dans ce rapport. Et il est évident, avec le nombre, dans un grand nombre de cas, dans un nombre de situations, il faut que l'on fasse des choses au niveau international. Voilà. Ce sera ma contribution pour cette présentation. Merci beaucoup, Michael. Le choc actuel a révélé sans aucun doute que le système d'avant, disons le système qui est toujours en cours pour la logistique et le déplacement des marchandises, était finalement bien adapté à une certaine circonstance mondiale et que ce choc a révélé qu'il y avait des limites à ce système et sa capacité de s'ajuster à la nouvelle demande du choc, mais aussi le choc qui apprend aux entreprises qu'il faut reconcevoir leur organisation au niveau du transport. Peut-être qu'il faut que ceci va permettre d'accélérer la volonté qui existait déjà d'intégrer la logistique au système. Merci beaucoup et nous reviendrons vers vous avec d'autres questions pendant la période de questions-réponses. Dernier intervenant sera Mami Mitsutori, qui est représentateur spécial de secrétaire général pour la réduction des risques liés aux catastrophes naturelles, l'UNDRR, qui est une agence des Nations Unies pour la réduction des risques des catastrophes naturelles. Elle a été présidente du Sainsbury Institute pour les études japonaises d'art et de culture à l'université d'East Anglia au Royaume-Uni. Elle a aussi travaillé pendant 27 ans au sein du ministère japonais des Affaires étrangères à divers titres. Votre rôle à l'heure actuelle est sans aucun doute très stressant. Vous voyez de nombreuses catastrophes, vous voyez le changement climatique et ses conséquences, vous voyez les troubles géopolitiques, la COVID. Donc, avoir l'avis d'une organisation internationale et entendre votre avis sera sans aucun doute très utile. Vous avez la parole, madame. Merci beaucoup. Bonjour à tous et bonjour. Je pense que mes co-intervenants ont déjà dit beaucoup de choses, notamment du point de vue des entreprises. Et si je peux me le permettre, je vais essayer d'apporter un avis de l'intérieur du système des Nations Unies, puisque je gère une organisation responsable de la réduction des risques découlant de catastrophes naturelles. Sans aucun doute, je vais pouvoir apporter un autre point de vue à cette conversation. Tout d'abord, félicitations, et je suis d'accord avec ceux qui m'ont précédé, que ce document est vraiment d'actualité. La résilience économique a été sur le devant de la scène depuis le début de la COVID-19. C'est un peu le mot de passe de partout. Et je pense que pendant la reprise de la COVID, on va entendre parler de cette résilience encore et encore. Il est intéressant de voir que les auteurs de ce rapport nous ont dit qu'il n'y avait pas de définition claire de ce qu'était la résilience économique pour l'instant. Et je pense que ceci est quelque chose qu'on peut retenir. C'est un argument que nous avançons souvent. Nous parlons de rendre les choses résilientes. Mais du fait qu'il n'y a pas de vraie mesure de ce que veut dire être résilient, il est parfois difficile d'investir dans la résilience. Il est difficile parfois de centrer le travail international autour de la résilience. Et ce qu'ont dit les co-intervenants, et ce que vous avez dit aussi, Robert, c'est que tout ceci, nous traversons une période très difficile à une zone pluririsque, disons, avec la COVID-19 et d'autres éléments qui ont des conséquences sur le commerce. Et la façon de faire du commerce est largement modifiée par la COVID-19. Il s'est avéré qu'il y avait des flexibilités dans la façon de faire du commerce et de la capacité d'adaptation, mais ce sont des voies qui ont été touchées. Et comme l'a montré la COP 26, il y a un vrai écart entre ce qui est nécessaire en termes de rendre le commerce plus flexible et ce que les gouvernements sont prêts à faire. Il y a un écart entre les deux.
Et je pense que à cette période où il faut arriver à atteindre les objectifs et l'accord de Paris, il y a une nécessité de changer l'organisation des chaînes de valeur d'approvisionnement mondial et de la composition des flux commerciaux. Les politiques commerciales, les règles commerciales peuvent lutter contre les pratiques écologiquement dommageables, notamment en interdisant certaines substances, vérifiant leur origine, investir dans certains secteurs. Les voies commerciales peuvent aussi déterminer quelles sont les innovations commerciales qui sont rendues publiques et à quelle vitesse on peut adopter ces nouvelles technologies. Et ceci peut permettre, grâce à la réglementation commerciale, que les communautés internationales en plus de ceci, la communauté internationale a des possibilités pour limiter les conséquences des catastrophes naturelles et améliorer la vie de millions de personnes. Donc, il y a beaucoup de choses qu'un commerce résilient peut faire, mais est-ce que l'on va vraiment dans ce sens ou pas? Je crois que c'est la vraie question en ce moment, en cette période où les risques s'accumulent. Bien sûr, les choses peuvent tourner complètement à l'opposé. Nous savons que le commerce est essentiel pour faire sortir les populations et les nations de la pauvreté. Mais c'est la réalité depuis la nuit des temps. Aujourd'hui, les balances commerciales dans de nombreux pays dépendent des produits de base agricole qui sont très vulnérables au changement climatique parce que lorsqu'on pense que quand on dit que les choses fonctionnent, il faut voir comment ces catastrophes naturelles, mais notamment celles liées aux catastrophes naturelles et au changement climatique, affectent le commerce. Parce que finalement, au cours des 20 dernières années, 90% de toutes les grandes catastrophes naturelles ont été liées à des catastrophes, à des événements climatiques extrêmes. Donc, il faut voir quel est le rôle central du commerce à l'avenir pour construire la résilience à l'avenir en cette période, je le répète, alors qu'on vient de finir la COP26 qui, à mon avis, nous a permis de faire un bilan. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes très heureux que l'OMC ait demandé à mon organisation de contribuer et d'intervenir sur le lancement de ce rapport. Je pense que ceci est un constat. Il y a de plus en plus de cas, de catastrophes naturelles. Ils sont plus fréquents, plus graves, et les dommages générés par ces catastrophes naturelles ruissellent sur la société, et les conséquences et la gestion des conséquences de ces catastrophes dépendent de combien on a anticipé, combien on est préparé, combien on a une stratégie de réduction des plans. De nouveau, est-ce que ceci va nous permettre de résister ou pas? Je ne sais pas. En parlant de coopération internationale, nous avons publié un rapport sur la réduction des risques, l'ODD 7. C'est celle qui demande une coopération internationale accrue avec les pays en développement pour la réduction des risques. Et le résultat, peut-être pas très surprenant, mais triste, qui découle de ce rapport, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'investissements faits en termes de rediriger du financement pour la prévention. Ce que ceci veut dire, c'est qu'en matière de catastrophes naturelles, la plupart de la coopération a lieu après que la catastrophe naturelle ait généré le chaos qu'elle génère. Et alors, on investit dans la reprise, dans la réponse immédiate et dans la reconstruction. Mais bien entendu, la reconstruction et la reprise peuvent être faits de façon à construire la résilience du pays. Mais nous savons, et il y a beaucoup de preuves qui montrent que si on investit plus dans la prévention avant l'arrivée d'une catastrophe naturelle, eh bien, on pourra économiser beaucoup en termes de reconstruction. Par exemple, si on regarde les infrastructures, la Banque mondiale, il y a quelques années, a fait un rapport très important qui s'appelait Lifeline, qui disait que chaque dollar investi pour rendre les infrastructures plus résilientes pourrait nous permettre d'économiser jusqu'à 5 dollars pendant la durée de vie de cette infrastructure en termes de reprise en cas de catastrophe naturelle. Mais ce n'est pas ce que l'on fait à l'heure actuelle. Et comme je l'ai dit, la plupart de la coopération internationale liée à la coopération se passe dans la phase de reprise.
ou de reconstruction. Il faut changer ce paradigme et nous pensons que les politiques commerciales sont un outil utile pour que ce changement s'opère. Par exemple, développer les réseaux de multinationales, diversifier les marchés d'exportation pour aider les pays à sortir de la pauvreté, négocier des contrats de transport avec des entreprises de logistique et faire des exercices de réponse et d'anticipation. Tout ceci peut contribuer à construire la résilience sur le long terme. Donc, ce que j'essaie de dire ici, c'est que les politiques commerciales peuvent vraiment jouer un rôle central pour construire la résilience des sociétés, des économies, et nous pensons juste que c'est exactement ce que nous dit ce rapport. Je pense qu'il y a beaucoup de contributions que peut apporter ce rapport dans le débat mondial quant à comment il faut comprendre les risques qui nous entourent et nous menacent, comment on peut construire la résilience et surtout lorsqu'on sait que les pays qui sont plus lourdement touchés par les catastrophes sont les PMA, les pays sans littoral, les pays insulaires et les personnes les plus vulnérables vivent dans ces pays-là, sont ceux qui sont les plus touchés. Ce sont les petites économies, les économies moyennes. Eh bien, et quand on sait tout cela, il faut trouver des façons de construire la résilience tout en accordant une attention particulière et en améliorant la coopération internationale vers ces pays à l'attention de ces populations vulnérables. Et de nouveau, je finirai en disant qu'il faut vraiment que l'on améliore les règles et politiques commerciales mondiales pour qu'elles soient porteuses de croissance durable pour notre planète et ce, en ne laissant personne de côté. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Mamie. Et permettez-moi de reconnaître l'importance de votre intervention pour comprendre le travail que vous faites. Vous avez contribué à la rédaction de ce rapport et votre contribution nous a beaucoup éclairés. Et les présentations de vos équipes, j'étais là à un séminaire où vos équipes sont participer, c'était très utile. Permettez-moi de poser une question large aux trois intervenants, puis ensuite on prendra peut-être les questions, s'il y en a, sur Zoom. Mamie, vous avez dit que le financement est principalement dirigé vers la reprise et la reconstruction plutôt que vers l'anticipation. Ce que l'on a vu en général, c'est que les politiques sont généralement à court terme, mais les problèmes ont souvent besoin de solutions à long terme. Nous avons aussi pu observer de façon générale, pas toujours, mais de façon générale, que les personnes sont souvent assez réticents au changement. Les votants freinent face au changement, même dans leur quotidien, passer d'une voiture à carburant fossile à de la circulation à véhicules électriques, modifier les routes pour laisser la place au vélo, tous ces changements qui sont positifs pour la communauté, la société et globalement pour la planète, eh bien, les électeurs sont généralement très peu sensibles à tout cela et voire réticents à tout cela. Et est-ce que vous pourriez, je commencerai peut-être par Lars Michael, puis ensuite je donnerai la parole à Stormy, puis à Mamie, est-ce que vous avez des réflexions à ce niveau-là du point de vue de vos postes? Vous traitez avec les politiques dans de nombreux pays, Lars Michael, vous créez un cadre réglementaire dans lequel vous travaillez. Est-ce que vous voyez les difficultés dont nous parlait Mamie ou pas? Oui, il est clair, approche différente à de différents chocs. Et ceci rend les choses très difficiles pour se positionner dans ce monde en général. Des restrictions sont en place. Lorsque le coronavirus a émergé, ceci a été géré de façon très différente dans les différents pays. Les conséquences étaient différentes, mais certaines règles auraient dû être uniformes. Il n'y a pas eu de cadre international solide quant à comment gérer les navigants, par exemple. Donc, on s'est trouvé
dans une situation très difficile. Il y avait des endroits où les équipages ne pouvaient pas descendre des bateaux. Or, on nous demandait de garder le monde en marche. Donc, c'est quelque chose que j'ai vraiment pu constater. Et je suis aussi d'accord pour dire que au niveau des investissements, il faut que les investissements soient faits entre deux chocs, parce que le choc qu'on vient de subir est aussi la cause du manque d'investissement dans les infrastructures dans certaines parties du monde. Comment est-ce que l'on arrive aussi à mettre ceci en place, et sans aucun doute par le biais de politiques aussi. Il faut avoir de nouveaux terminaux dans des ports, etc., pour le commerce international, et ceci n'est pas assez géré. Comment, et c'est peut-être quelque chose de difficile, mais comment est-ce que l'on rend positif de travailler dans ce secteur-là, parce que la plupart des navires que l'on déplace doivent se déplacer pas simplement en mer, mais aussi dans les ports. Et si on manque de personnel dans le port, eh bien, ceci bloque, c'est l'infrastructure, c'est le maillon qui manque. Donc, il faut parler d'investissement et d'uniformisation des politiques. Il faut aussi regarder ceci, avoir les gens là où il faut. Merci. Merci, Lars Michael. C'est très intéressant, ça nous fait penser au problème des camionneurs au Royaume-Uni. Comment est-ce que nos commerces fonctionnent si il manque du personnel qualifié, même si c'est peut-être du personnel qualifié qui n'a pas besoin de très longues années d'études pour arriver à ces qualifications. Stormy. Ah oui, alors moi, je vais rebondir sur l'importance de l'investissement. C'est quelque chose que nous analysons et que nous discutons beaucoup dans le consensus que nous avons proposé dans notre texte sur du G7 sur la résilience économique. Il faut investir dans les infrastructures solides et immatérielles, mais il faut vraiment investir dans les gens, dans les personnes, dans l'éducation des populations. Et le G7 demande plus d'investissements. Le G7 a aussi accepté des investissements sur les infrastructures et je pense qu'il faut vraiment avoir des actions rapides à ce sujet-là. Je voulais aussi rajouter quelques éléments supplémentaires. Ce que j'ai pu observer au début de la pandémie, c'est que nous avions beaucoup d'approches isolées entre les pays, mais même à l'intérieur d'un même pays. Donc, dans mon pays, par exemple, nous avions le ministère de la Santé qui avait sa stratégie, le ministère de l'Économie avait sa stratégie, le ministère du Travail avait sa stratégie. Et en Allemagne, vous le savez, nous avons des ministères qui ont beaucoup de pouvoir. Chaque ministère a beaucoup de pouvoir. Et parfois, je me dis qu'on a perdu un peu le lien entre tous ces éléments. Et à un moment où on rencontre tellement de crises liées les unes aux autres, des crises qui finalement viennent s'aggraver les unes les autres, on ne peut pas se permettre d'avoir ce type de réaction isolée. Il faut avoir un mécanisme uniformisé pour aborder ce nouveau type de crise. Autre élément que je voulais citer, et en rebondissant sur ce que vous avez dit sur les activités politiques et justifier le coût des investissements, je pense qu'il faut mettre un prix au fait de ne pas investir et de ne pas assumer nos responsabilités et la mobilité, etc. C'est ce que j'ai dit au début de mon intervention. Certaines choses étaient inconnues, mais d'autres choses étaient largement connues. Il y avait des éléments connus et des inconnus, mais on a décidé de ne pas agir sur certains éléments qu'on connaissait. Par exemple, le gros orage au Texas avec l'interruption d'électricité, ça c'était inattendu, mais on avait décidé de ne pas agir sur ce qui pouvait se passer si ça arrivait. Or, si on avait investi en amont, il aurait été plus facile de réagir. Et dernier élément que je voulais citer, pour revenir sur la coopération internationale, c'est le fait d'avoir confiance les uns en les autres. Je pense que nous ne pourrons pas réduire nos vulnérabilités si on ne décide pas de travailler ensemble, si on ne décide pas de faire des exercices de scénarios de crise ensemble et si nous ne sommes pas prêts à parler de nos vulnérabilités entre les pays, au G7 par exemple ou au G20. Et il y a beaucoup de manque de confiance. Et en fin de compte, on se voit les uns les autres comme des concurrents, on ne veut pas se partager nos données,
Or, c'est un frein énorme pour accroître la résilience. Donc, je crois qu'il faut faire plus d'exercices pour construire la confiance entre tous ceux qui devraient réagir. Merci, Stormy. C'est très intéressant quant au coût de la non-action. Je pense qu'il est vraiment crucial de s'assurer que les informations sont générées, disponibles et prises au sérieux. Parce que parfois, lorsque les informations existent, elles ne sont pas crues. Mamie, voulez-vous intervenir là-dessus? Merci. Oui, c'est vrai. Il y a de nombreux freins et beaucoup reposent sur le secteur privé et les hommes politiques souvent ne regardent pas beaucoup au-delà de leur cycle d'élection, de leur mandat. Et c'est là qu'il y a un problème. Et c'est la raison pour laquelle on voit qu'il est nécessaire, qu'on voit une montée des partis écologiques dans le monde. Puisque l'urgence est verte à l'heure actuelle. Mais on ne se rend pas forcément compte de ce que demandent vraiment les populations. Si on regarde et je pense que la preuve viendra avec la reprise de la COVID-19, puisqu'on a utilisé beaucoup d'argent pour donner un élan à la reprise et nous espérons juste que cet argent sera dépensé pour une reprise résiliente. Mais c'est la question qu'on se pose en termes d'investissement. Le secteur financier, grâce à des personnes comme Mark Conley, il y a beaucoup plus de faits maintenant pour la gestion des risques, ce qui fait que l'on oriente des fonds publics vers des domaines où on construit la résilience. Mais il faut aller plus loin que les risques climatiques à venir. Il faut vraiment construire une résilience de la société. On se dit qu'il devrait y avoir il faudra en dire plus sur les risques, y compris les risques climatiques, mais aussi les vulnérabilités en général de la société. Il faudrait reconnaître tout cela, mettre tout dans un grand panier et faire qu'ils soient obligés de divulguer les informations, notamment au niveau des entreprises financières. Ça ferait la différence, à mon avis. Autre élément qui est, à mon avis, lié à ce qu'a dit Stormy, c'est ce que l'on appelle la nature systémique des risques. Ce que l'on voit, c'est que à cause de l'interconnectivité de tous les éléments, ce que l'on voit, c'est un risque systémique, c'est-à-dire qu'un élément enchaîne et un effet domino. Et le risque est, comme on l'a dit, le problème est un problème systémique, mais la solution, ce sont des solutions isolées. On a besoin d'une approche systémique, structurée, de réponse structurée lorsque le risque est systémique. On a besoin d'une approche horizontale et verticale, connecter les gouvernements aux gouvernements locaux, aux communautés locales et avoir des éléments qui traversent tous les secteurs. Mais ce n'est pas ce que l'on a vu. Or, je pense qu'il faut, si on veut une solution au risque auquel on est exposé, c'est ce type de réponse qu'il faut apporter. Merci, Mamie. S'il y a un élément important, c'est la confiance. Alors que nous approchons de la 12e ministérielle de l'OMC, nous voulons vraiment encourager les États membres, les économies membres à construire cette confiance et trouver des façons pour faire des compromis et adopter des règles qui stabilisent le commerce mondial. Donc, nous avons ceci dans les tuyaux, ça aura lieu dans 2 semaines. Et il est vraiment intéressant de voir comment évoluent les négociations en cours, les avis très fermes sur certaines positions spécifiques. Et la question est de savoir si on peut trouver des façons d'arriver à un compromis. Et il y a peut-être des bénéfices à tirer si on fait ces compromis. Eddie, José, voulez-vous faire des commentaires sur ce que vous avez entendu? Oui, merci. J'ai juste une question peut-être à poser moi-même. Je crois qu'il y a un sujet qui a émergé au cours des derniers mois et que nous n'avons donc pas traité dans le rapport, à savoir toute la discussion sur l'interruption de la chaîne de valeur qui a eu lieu au cours des derniers mois et les goulots d'étranglement sur la chaîne de valeur mondiale. Quel est votre avis à ce sujet-là? Parce que d'une part, on peut dire OK, ceci montre que le commerce est une vulnérabilité et que si on a des clôtures liées à la pandémie, ou en tout cas des interruptions liées à la pandémie au niveau des ports, il y a des problèmes qui émergent, mais on peut aussi dire que le commerce a lui aussi contribué
en grande partie à la propagation des bénéfices des grandes motivations fiscales, notamment les réorienter vers les pays les plus riches. Et la question que je poserais serait donc, que se serait-il passé, et finalement c'est un peu une réponse dans la question, mais que serait-il passé si, disons, les États-Unis et l'Europe avaient été des économies beaucoup plus fermées? Quel type de pénurie et goulot d'étranglement aurions-nous vu dans ce cas-là? Est-ce que le commerce, dans ce cas-là, même s'il y a des interruptions et des ralentissements dans les ports et dans les chaînes d'approvisionnement, mais le commerce est aussi une solution pour propager le choc? Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Et juste pour dire, je présente ce sujet parce que malheureusement, je le répète, nous n'avons pas pu aborder ceci puisque c'est quelque chose qui a vraiment qui s'est fait jour au cours des derniers mois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut proposer une réponse à cela? Eh bien, au vu des goulots d'étranglement qui nous touchent directement, je vais peut-être essayer de répondre. Je pense que ce qu'il faut se rappeler ici, c'est que le commerce international est un des fondements de tout ce que de la façon dont on a organisé les sociétés, que ce soit dans les pays développés ou en développement. Donc, les choses auraient été totalement différentes si nous n'avions pas eu ce commerce international. Les difficultés qu'on a rencontrées sur la chaîne de valeur, les goulots d'étranglement, etc., n'auraient pas eu lieu puisque la situation aurait été totalement différente. Mais d'autre part, le monde aurait été complètement différent, on ne vivrait pas du tout dans le même monde. Donc, je pense qu'il faut regarder les choses comme un avertissement, une leçon pour nous dire qu'il faut construire la résilience pour que le progrès continue d'avoir lieu, puisque le commerce national apporte de la valeur à tous les pays. Ce n'est pas simplement que certains pays tirent bénéfice du commerce et pas d'autres. Les pays exportateurs tirent de la valeur, de la croissance économique et les pays importateurs aussi. Donc, je me permettrai de renverser la question. Nous avons eu un avertissement solide. Comment est-ce que l'on rebondit après tout cela? Comment est-ce que l'on fait pour qu'on permet au commerce de s'adapter plus rapidement et peut-être en surinvestissant dans les infrastructures, dans l'éducation, pour être mieux préparé? Pour moi, c'est un avertissement qui dit la capacité, c'est bien, l'efficacité, c'est bien, mais la surefficacité, ça peut se retourner contre nous. La chaîne d'approvisionnement est devenue tellement efficace que la moins petite bosse sur la route peut venir interrompre le système. Alors dans ce cas-là, c'est peut-être que c'est trop efficace et c'est là qu'on arrive au maximum de ce que l'on peut faire et il faut modifier les choses pour se reconstruire mieux. Donc, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de la situation actuelle et recommencer à faire les choses de la même façon. Il faut tirer leçon des difficultés qu'on a rencontrées et il faut investir dans l'infrastructure, dans l'éducation, dans l'uniformisation des règles internationales, dans la simplification de l'utilisation de la collaboration internationale. Tout le reste, à mon avis, c'est faire machine arrière. Donc, il ne faut pas avoir peur à cause de ce que l'on a vu. Il faut apprendre de ce que l'on a vécu. Stormy, allez-y. Oui, simplement, pour ajouter quelque chose, je pense qu'il faut regarder de près d'où viennent les vulnérabilités, pourquoi est-ce qu'elles surviennent. L'une des questions dont nous n'avons pas parlé, dont nous n'avons pas beaucoup parlé, du moins lors de cette table ronde, ce sont les distorsions qui sont créées par les politiques gouvernementales. Et donc, c'est pour cela que je pense qu'il est important que nous parlions également de règles et de concurrence des règles. Nous parlons de contrôle des exportations et de mesures de distorsion. Oui, je suis d'accord. Certaines mesures sont socio-économiques, sont dues à d'autres facteurs, mais certaines sont dues au gouvernement. Et là, c'est aux entreprises d'y répondre. Et c'est là également que les organisations internationales peuvent intervenir. Et j'ai beaucoup d'espoir dans cela. Merci.
Merci beaucoup, Stormy. Mamie, souhaitez-vous intervenir? Oui, je pense que vulnérabilité, c'est un mot important, un grand mot. Je pense que nous devons nous mettre d'accord sur ce qu'est une vulnérabilité. Et pour ce qui est de la réduction des risques, nous avons la même approche, la même méthodologie. Il faut avoir une approche de gestion des risques exhaustive. Il s'agit vraiment d'apprendre et de réduire les vulnérabilités. Dans l'ensemble, il me semble que le commerce a permis de nous sauver, car sans le commerce tel qu'il est actuellement, nous aurions connu des difficultés bien plus grandes. C'est certain. Donc, simplement d'un point de vue des Nations Unies, j'aimerais également ajouter que oui, nous avons un système, mais est-ce que nous avons une solidarité, comme le disait la directrice générale? Nous avons besoin de solidarité, notamment pour les vaccins. Oui, nous avons un système, oui, nous nous améliorons, mais à nouveau, si nous n'avons pas de volonté politique, si nous manquons de solidarité, alors aucun système ne permettra de nous sauver. Merci beaucoup, Mamie. J'aimerais vous remercier de nous avoir rejoints. Je vous remercie pour vos contributions, vos participations. Je remercie également à nouveau Eddy et José pour avoir coordonné ce rapport et pour nous l'avoir présenté. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de matinée, bonne fin de journée. Restez sains et saufs et merci à tous.